Bonjour à tous, merci de rejoindre le bilan trimestriel de Kirao Small Cap. Je suis en compagnie de Saad Benlamine, gérant du fonds Kirao Small Cap, et également Bastien Grosseni qui est dans la salle analyste sur le fonds Kirao Small Cap. Je vous rappelle simplement que vous pouvez poser vos questions au fil de l'intervention de Saad et notamment à travers l'onglet GoToWebinar et également nous envoyer un email pour des problèmes de connexion à p.blaise@kirao.fr. On répondra évidemment à vos questions en fin d'intervention. Je laisse maintenant la parole à Saad sur ce bilan trimestriel du premier trimestre 2021. Merci Armand, bonjour à toutes et à tous. On va aller directement au slide 5 avant de parler des performances et des contributeurs à la performance sur le trimestre. Je vais juste faire un petit rappel de qui nous sommes et de ce que nous faisons pour ceux qui nous connaissent moins. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on est une société de gestion indépendante fondée en 2014, donc qui a maintenant 7 ans. On gère aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'encours de gestion à travers de 3 fonds principaux que sont Kirao Multicap, qui fait quasiment 500 millions d'euros en termes d'encours aujourd'hui, Kirao Small Cap, dont je m'occupe et qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui, qui fait quasiment 125 millions d'euros à l'heure où nous parlons, et Kirao Multicap Alpha, qui est un fonds plutôt à dimension patrimoniale, qui fait à peu près 130 millions d'euros en termes d'encours. Donc on est 7 personnes dans la structure, dont 6 personnes à la gestion aujourd'hui. L'ensemble de l'équipe de gestion est investi dans les fonds notamment. Et puis on reparlera aussi de notre démarche responsable qui a beaucoup évolué ces derniers temps, toujours en lien avec qui nous sommes, nos valeurs et ce que nous faisons, avec beaucoup d'éléments assez concrets. Et dernier point aussi, on a acté en 2020 une dimension philanthropique au sein de la structure en choisissant de reverser chaque année 1% de notre chiffre d'affaires à des fondations, notamment la fondation IPA l'Avenir, qu'on connaît très bien, qui agit notamment dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle pour des jeunes en situation de précarité. En page 6, avant d'entrer dans le détail de ce qui nous intéresse en termes d'investissement relatif au process, peut-être revenir très rapidement sur les valeurs justement et les principes qui sont à l'origine de ce process d'investissement. Et donc clairement, il y a des valeurs assez fortes chez Kirao, notamment la liberté et l'indépendance, parce que c'est important pour nous en tant qu'investisseurs d'être libres de ce que nous choisissons, du moment auquel on souhaite investir, des hypothèses qu'on souhaite maîtriser. Ce que je dis souvent, c'est qu'on ne délègue pas la décision d'investissement. Donc, il y a vraiment un élément qui est cœur chez Kirao, c'est qu'on souhaite parfaitement maîtriser chaque société, chaque investissement que nous réalisons au sein des fonds. Donc forcément, le corollaire de ça, c'est qu'on souhaite être maître bien sûr de nos hypothèses en termes financiers, pas financiers aussi, on en reparlera, et bien sûr surtout en termes d'horizon de temps, on souhaite ne pas être entre guillemets baladé par le marché et avoir notre propre horizon de temps, soit court ou moyen terme, mais on veut vraiment voir la maîtrise de cet élément-là, qui est assez clé, notamment en période de crise, on l'a bien vu en 2020. Et donc pour faire ce travail et pour pouvoir être libre et indépendant, il faut, pour nous en tout cas, pour pouvoir avoir cette maîtrise, faire un travail d'analyse financière assez poussé, réalisé essentiellement en interne. Alors on travaille avec beaucoup de sources externes, on travaille principalement d'ailleurs avec des informations primaires, on travaille avec des experts indépendants, on travaille, on rencontre beaucoup les managements, on échange beaucoup au sein de l'équipe. Mais le but toujours final, c'est de maîtriser vraiment l'ensemble des dimensions d'un d'investissement. Et donc, par définition, c'est quelque chose qui est assez chronophage. Donc, forcément, on limite de manière qualitative notre univers d'investissement à certains secteurs et certaines valeurs, et on en reparlera juste après. Mais le but, toujours, in fine, c'est d'avoir une vision plus ou moins précise de la valeur intrinsèque d'une entreprise et simplement de la comparer par rapport à ce que nous propose le marché à l'instant T. En termes de principe aussi, pour réaliser ce process, on a des convictions qui sont même des observations. Très intemporelle, très concrète, très tangible. En
en l'occurrence, clairement, on a une conviction, enfin, plus qu'une conviction, parce que là aussi, c'est une observation. Un cours de bourse finit toujours par suivre l'évolution des résultats dans la durée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde bien en tête. Et quand il y a de grosses variations sur les marchés, c'est toujours bon de l'avoir en tête. Et donc, le corollaire de ça, c'est qu'on investit dans les sociétés, pas dans les marchés. Il n'y a vraiment pas de market timing chez nous. À aucun moment, on va baser une décision d'investissement sur un scénario macroéconomique. Le but étant toujours d'obtenir un rendement annualisé absolu, puisqu'on raisonne vraiment en absolu avant de raisonner en relatif. Et donc, on va cibler un rendement de l'ordre de 10 à 12% en moyenne, entre tous les profils de risque et les profils qualitatifs des sociétés, sachant que sur les mid and small, notamment sur la partie micro-cap, on va plus viser du 12 à 15%, parce qu'il y a aussi des décotes de liquidité dont on va prendre compte. Et en conséquence, on a un turnover qui est mécaniquement extrêmement faible. On a une durée de détention moyenne qui tourne autour de 5 ans. Et nos portefeuilles sont particulièrement concentrés. Vous le verrez juste après, puisque le top 10 représente de manière assez structurelle à peu près 40% des fonds. Alors, rapidement sur le process, on a déjà touché 2 mots, mais notre univers d'investissement est très restreint d'un point de vue qualitatif. Il n'y a pas de screening quant chez Kirao, à proprement dit. Les filtres sont beaucoup plus qualitatifs. En l'occurrence, on a ce qu'on appelle des préférences sectorielles, ce sont des secteurs qui nous paraissent beaucoup plus intéressants que d'autres d'un point de vue structurel, parce qu'ils ont une capacité de croissance plus importante. On y trouve des sociétés avec des valeurs ajoutées, des barrières à l'entrée, des avantages compétitifs qui sont généralement plus forts que dans d'autres. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous permet de globalement maximiser la probabilité d'avoir raison sur un cas d'investissement donné. Et concrètement, ce qu'on va chercher dans chaque cas d'investissement, généralement, c'est ce qu'on appelle des ruptures. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose dans la vie d'une entreprise pour que naisse potentiellement une inefficience. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Et donc, chaque rupture, que ce soit une grosse acquisition, que ce soit un cycle d'investissement qui arrive à son terme, que ce soit un changement managérial, actionnarial, quoi qu'il arrive, si ça génère du doute ou de l'incertitude, ça peut potentiellement être source d'inefficience. C'est clairement ce qui va nous intéresser. Puis après, une fois qu'on a identifié cette rupture, l'idéal, c'est, comme je le disais, c'est qu'elle intervienne sur une société qui a des bases très solides d'un point de vue concurrentiel, des barrières à l'entrée très fortes, parce que ça va maximiser les chances de cette société de sortir par le haut de cette rupture. Et l'idéal, encore une fois, c'est que ce que nous percevons en tant qu'analyste sur une valeur, sur une rupture donnée, ne soit pas intégré dans le cours de bourse, notamment si on se projette sur un horizon un peu plus lointain que le prochain trimestre. Voilà un peu pour le process très rapidement. N'hésitez pas après à poser vos questions là-dessus, on y répondra avec plaisir. Et puis avant de rentrer dans la partie qui nous intéresse pour ce premier trimestre, vous avez une carte d'identité ici en page 8 du fonds. Donc c'est un fonds, je disais, qui fait à l'heure où nous parlons à peu près 125 millions d'euros en termes d'encours. C'est un fonds concentré parce que le top 10 c'est à peu près 43% du fonds et le top 20 70%. C'est un vrai fonds de valeur moyenne puisque vraiment le cœur du portefeuille, c'est-à-dire entre 500 et 5 milliards de capitalisation boursière, ça représente plus que la moitié du fonds. Sachant qu'on a une poche micro-cap qui n'est pas négligeable. On a une capitalisation moyenne qui est de l'ordre de 6 milliards d'euros et une médiane de l'ordre de 1,4 milliard. Donc, on a vraiment de la place pour avoir une taille d'encours plus importante qu'aujourd'hui. Et puis vous l'avez à droite, vous avez un graphique des performances du track record du fonds depuis maintenant 6 ans, parce qu'il vient d'avoir 6 ans le 15 avril dernier, la semaine dernière. Et donc, on a une performance depuis l'origine de l'ordre de 115% en absolu, qui correspond à un rendement annualisé un peu supérieur à 13% depuis l'origine, malgré une année 2018 très compliquée pour ceux qui ont suivi l'univers des petits et moyennes valeurs, malgré une année relativement compliquée en 2020, très particulière, ça ne vous a pas échappé avec les crises du Covid. Sur la durée, on arrive quand même à avoir un rendement assez intéressant, quasiment le double d'ailleurs de son indice de référence, CAC-Small, mais encore plus important qu'un autre indice qui nous est proche aussi, qui est CAC-Mid Small, qui sous-performe en l'occurrence. Voilà à peu près pour les caractéristiques principales du fonds et ce que je vous propose donc maintenant en page 10. Slide 10, c'est de faire un petit point sur l'effet marquant de ce premier trimestre 2021, avec une partie ISR qui évolue, qui se concrétise par des actions concrètes en l'occurrence. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on est relativement discret, mais parce que surtout on préfère parler de ce qu'on fait et de ce que nous sommes.
Et donc, clairement, c'est une dimension qui vient enrichir d'un point de vue qualitatif nos analyses. Et donc, très récemment, on a fait un nouveau recrutement avec une personne qui vient renforcer l'équipe de gestion sur tous ces aspects-là, notamment sur la partie gouvernance. Là, concrètement, on rentre typiquement dans la saison des assemblées générales, donc on porte une attention encore plus importante que par le passé sur tous les votes des sociétés en portefeuille. On continue de développer la matrice de notation qu'on a mise en place depuis un certain temps maintenant en interne sur le sujet de la gouvernance, avec une quinzaine de critères qui sont regardés et évalués de près, notamment sur les sujets de rémunération des dirigeants, sur les sujets de parité, sur les sujets de protection des actionnaires minoritaires, tout ce qui est lié à l'augmentation de capital de BPS, etc., distribution de gratuite d'action, sur les sujets de ratio d'équité, enfin, que tous les éléments classiques, j'ai envie de dire, de la gouvernance, mais qui sont extrêmement importants pour nous. Et d'ailleurs, ces deux éléments-là, aussi bien les votes en assemblée générale que la notation qu'on fait en interne pour chaque valeur en portefeuille, est une base aussi intéressante pour avoir un dialogue constructif avec les sociétés dans lesquelles on investit. Et donc, ça nous permet aussi de voir dans quelle dynamique elle-même se positionne. Est-ce qu'on va vers une amélioration sur ces sujets-là? Est-ce que déjà elles sont bien positionnées d'un point de vue absolu sur ces sujets-là ou pas? Et quelle va être la dynamique? Donc, c'est quelque chose d'hyper important pour nous et qui s'accentue ces derniers temps. Et dernier point sur là plus la partie environnementale, comme vous savez, on réalise tous les ans un rapport qui nous permet notamment de calculer l'empreinte carbone des portefeuilles, de tous les portefeuilles des sociétés de gestion. Et comme vous pouvez le voir ici, en ce qui concerne Kairos Small-Cap, on est extrêmement bien noté puisqu'on a 5 globes sur 5 chez Morningstar, avec un classement, je crois, premier déci depuis sur plus de 700 fonds. Donc clairement une composition du portefeuille qui est structurellement très pertinente d'un point de vue environnemental, sans pour autant être investi sur des valeurs un peu vertes, un peu à la mode, très liées aux énergies vertes et tout ce qui s'ensuit. Et donc on a vraiment, par le biais de secteur des services et autres, un positionnement très pertinent sur le sujet. Ça, c'est pour la partie extra-financière, mais les deux sont très liés chez Kerao, comme vous savez probablement. En termes de performance financière, du coup, ça se traduit pour le premier trimestre sur une performance de 8,4% depuis le début de l'année, versus 11,9 pour le CAC Small. Donc légère sous-performance, mais qui dans l'absolu, qui en tout cas est une performance très satisfaisante d'un point de vue absolu. D'une part parce que je crois que si on regarde les classements, on s'en sort plutôt très bien, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Surtout, moi, en tant qu'investisseur, je suis aussi particulièrement content parce on a une performance qui en 2020 a beaucoup été le fruit des mouvements qu'on a effectués, notamment sur la partie mars-avril. Et aujourd'hui, le fruit de ces mouvements perdure. Ils sont extrêmement contributifs à la performance du premier trimestre, on verra juste après. Donc il y a vraiment un stock picking qui prend tout son sens sur ce premier trimestre, qui se confirme d'ailleurs avec des publications qui sont de très bonne qualité, aussi bien sur les publications des résultats annuels qu'on a eu sur le début de l'année que le début des publications trimestrielles qu'on observe depuis maintenant quelques jours. Et au final, on reste plutôt très investi toujours. Il y a très peu de mouvements sur le premier trimestre, on en parlera aussi juste après, mais on reste globalement full invest depuis maintenant plusieurs mois. On a plus le portefeuille est assez bien positionné, sachant que je tiens à préciser une chose, on est full invest parce qu'on est confiant sur le portefeuille, pas forcément sur les niveaux de marché, parce qu'on a des marchés qui peuvent être en tout cas des valeurs qui peuvent être sur des niveaux de valorisation assez stratosphériques, en tout cas proches de l'exubérance irrationnelle pour reprendre les fameux propos d'Alan Greenspan. Mais on a à l'intérieur de ces marchés en fait une très grande disparité entre certaines valeurs et d'autres. Mais clairement au sein du portefeuille, on en reparlera juste après, on a des valorisations qui sont encore extrêmement saines, extrêmement raisonnables, mais un potentiel d'achat qui nous paraît toujours très important. Donc en page 11, avant peut-être de zoomer sur le trimestre qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez ici les principaux, déjà la performance depuis la période pré-Covid, depuis 18 février. Et vous pouvez constater que la VL aujourd'hui est au plus haut historique depuis le lancement du fonds. On a déjà dépassé cette période de Covid
de l'ordre de 16%, ils sont sous-performent légèrement, mais en tout cas, on a largement dépassé la crise du Covid d'un point de vue purement boursier. En termes de contribution à la performance, clairement, on récolte typiquement les fruits de ce qu'on a fait en 2020, donc ça c'est vraiment un élément de satisfaction important pour nous. Le corollaire de ça, de ces mouvements, en tout cas, c'est que le turnover a légèrement augmenté, enfin même pas mal augmenté, même si dans l'absolu il reste faible, mais il a quand même beaucoup augmenté. Il est passé globalement de 13-14% en 2019 à plus de 30% en 2020. Je pense que si on regarde, on n'a pas regardé récemment, mais sur le premier trimestre, il y a eu très très peu d'ordres qui ont été effectués. Donc je pense qu'il est retombé à un niveau extrêmement faible sur le terme 2021. Et comme je le disais, on a une progression qui se fait vraiment de manière très saine. Même si les courbes finalement avec l'indice sont très parallèles, on a des contributeurs à la performance du fonds et de l'indice qui sont vraiment très très différents et un niveau de confort que je trouve, en tout cas un niveau de risque que je trouve très très différent de ce qu'on peut voir dans le marché. Parce que si on regarde un petit peu les compositions de l'indice du CAC 40, même du mid and small, on a réussi à avoir ces performances sans la contribution de nombreuses valeurs diverses, encore une fois, comme Noël qui ont extrêmement bien performé en 2020, et c'est comme McPhee, sans vraiment aucun regret de nos côtés. C'est juste que ça ne correspond pas au profil de risque qui nous intéresse et aux sociétés qu'on regarde. Typiquement, une société comme McPhee, par exemple, qui est présente dans le domaine de l'hydrogène, qui fait un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui et qui a une capitalisation, j'ai pas regardé récemment, mais qui va avoisiner les 800 ou 800 millions d'euros. Bon, il y a quelque chose quand même qui est assez questionnant. J'ai pas d'avis tranché, mais en tout cas, j'ai pas envie de prendre de risque sur une valeur. On a regardé notamment avec Thomas chez nous. On ne décèle pas un énorme avantage compétitif ni une énorme technologie sur un acteur comme celui-ci. Et donc, clairement, il y a des dimensions parfois proches de la bulle qu'on peut observer sur certaines valeurs. Donc là, je parlais de Noël ou McPhee, et c'est un peu les éléments principaux, enfin les plus parlants pour 2020. Et puis, vous le voyez, depuis fin décembre jusqu'au 31 mars, on sous-performe légèrement, mais on a encore un effet indice qui est non négligeable sur certaines valeurs qui tiennent l'indice, dans le domaine des biotech, notamment avec des valeurs comme DBV, comme des valeurs qui tiraient l'indice, mais on a des valeurs comme Valneva, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre, Albioma. Voilà, c'est des valeurs dont on est structurellement absent, des valeurs comme Atari aussi, qui prédit finalement l'évolution du cours du Bitcoin. Bon, des choses qui selon nous finiront par se résorber tôt ou tard. Donc là, sur les performances absolues du fonds, on est particulièrement satisfait puisque c'est complètement en lien avec le stock technique qu'on a réalisé et avec le process de gestion. Donc là-dessus, c'est un élément de satisfaction. Et donc maintenant, si on zoome sur la page 12, et c'est quasiment la dernière slide de cette présentation avant de répondre à nos questions, on a donc un zoom sur la performance du premier trimestre. Donc on sous-performe légèrement, d'après près de 3 points, même si quand on se 31 mars aujourd'hui, on a récupéré une très grosse partie de ce petit retard, notamment grâce à des publications de résultats qui ont été très très bonnes sur les valeurs du portefeuille. Ce qu'on observe, c'est que les principaux contributeurs sont vraiment dans la continuité des principaux contributeurs de 2020, avec des acteurs comme Stellantis dans le domaine industriel, enfin plus précisément dans le secteur automobile, et aussi Aquel, mais qui par son poids n'est pas présent dans ses principaux contributeurs, qui fait une excellente performance en 2021. Dans le secteur des médias, pour des raisons très différentes, on a Publicis qui fait une très très belle performance en year-to-date, qui délivre une croissance organique sur le premier trimestre qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, qui gagne des parts de marché. On a M6, pareil, qui fait preuve d'une résilience assez insolente, qui se permet de proposer un dividende de 1,50 € et donc de proposer un rendement du dividende supérieur à 8% malgré la progression du cours de bourse, auquel s'ajoute en plus une dimension entre guillemets spéculative, puisque son actionnaire de contrôle, Bertelsmann, souhaite mettre en vente en tout cas la participation dans le groupe et les marques d'intérêt ne manquent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a un très beau parcours depuis le début de l'année. Reward Media également dans le secteur des médias, mais encore une fois pour des raisons très différentes, très spécifiques, qui continue de dérouler sa feuille de route post-acquisition des titres de presse de Mondadori et de la transition
de la presse papier vers la presse digitale qui sont en train d'effectuer et dont ils récoltent les fruits. Dans le secteur de la distribution, on a Maison du Monde qui contribue très fortement aussi, qui a publié une publication de résultats annuels de très grande qualité et qui récupère un peu la baisse qu'on avait observée lors du T4 2020 dont on avait parlé ensemble. Donc beaucoup de valeurs qui avaient fait l'objet de mouvements importants en 2020 continuent de contribuer à la performance. À l'inverse, dans les contributeurs négatifs, il y en a relativement peu, mais il y en a quand même un petit peu. On a Ontex qui pèse sur ce début d'année, même s'il n'y a pas eu de grosses nouvelles. Même si la performance qui est affichée au 31 mars a quand même beaucoup récupéré depuis, puisque le cours de bourse a beaucoup monté suite à des annonces au sujet de sa gouvernance et un conseil d'administration qui a été en grande partie changé. Donc c'est un élément assez important dans le cas d'investissement qu'on attendait depuis quelques temps. C'est économique qui nous pénalise un petit peu, mais là on est juste sur la digestion, il n'y a pas une nouvelle particulière, mais sur la digestion d'un très beau parcours fin 2020 et puis une économie allemande qui est quand même mise à mal en ce début d'année avec beaucoup de magasins fermés, mais c'est plus du court terme, donc le cours de bourse digère un petit peu par rapport à la feuille de route que le groupe avait partagé avec les investisseurs fin d'année. IGE, il n'y a pas d'élément particulier à souligner, ni sur Puma qui est aussi dans une logique de digestion. Atos pèse un petit peu, il coûte quand même 20 BP en ce début d'année, à cause d'une communication financière qu'on peut qualifier de plus qu'hasardeuse et de résultats qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Après, on a une valorisation qui est extrêmement faible. On est autour de 6 fois le résultat opérationnel. Donc c'est on est un peu entre deux eaux. On pense qu'il y a un potentiel d'amélioration, notamment sur la communication et sur les résultats à venir qui n'est pas négligeable. Après, on n'a pas un poids très important non plus, ce qui nous permet d'absorber le mouvement à court terme pour potentiellement profiter à plus ou moins moyen terme. Dernière slide en page 13, il me semble. Donc vous avez ici la répartition sectorielle du fonds et notamment les principales variations qu'a connu le fonds sur les 12-15 derniers mois. Donc on a pris tous les poids sectoriels janvier 2020 et fin mars 2020. Et donc on a classé les principales variations par ordre décroissant. Et vous voyez que le secteur industriel, notamment le secteur automobile, c'est celui qui a le plus cru au sein du portefeuille sur la période avec plus 9 points, donc c'est un mouvement assez important. Alors il y a à la fois de l'effet marché, parce que une société comme Stellantis, qu'on a eu sur un poids moyen de l'ordre de 5%, elle a quasiment vu son cours de bourse doubler par rapport à notre revient, donc il y a un effet marché. C'est aussi pour Patriconium, pour Aquel, pour Manitou, qui ont toutes contribué fortement, mais en tout cas le fait est marché au mouvement, en tout cas le poids est celui qu'il est aujourd'hui. Donc on a les principales variations sur le secteur automobile, sur le secteur de la distribution, pour ceux qui nous suivent, vous l'avez vu, avec des renforcements assez importants sur Fnac, sur Maison du Monde et des nouvelles lignes sur l'économie. Dans le secteur des médias, j'en parlais juste tout à l'heure, avec Publicis, TF1, M6 et Rivendell Média aussi, qu'on aurait pu ajouter dans cette case-là. Donc c'est des secteurs qui ont beaucoup augmenté. Et des derniers éléments notables sur les variations sectorielles, à la hausse en tout cas, avec l'immobilier commercial et des sociétés comme Unibail et Klépierre qui ont beaucoup non seulement beaucoup progressé, mais surtout sont peut-être de 0 à 4%. On n'avait jamais investi sur ces sociétés-là et clairement la crise nous les a offertes sur un plateau à des niveaux assez déraisonnables. Donc, elles représentent aujourd'hui un peu plus de 4% des portefeuilles. Et donc tous ces mouvements de hausse ont été financés en grande partie par un peu d'allègement dans l'IT services, dans les SS2I, notamment la R&D externalisée, dans les biens de consommation aussi, avec des secteurs notamment dans le domaine de l'habillement qui nous paraissent plus longuement touchés par cette crise du coronavirus. Et puis il y a eu des mouvements assez importants dans le domaine de la technologie, qui sont très spécifiques en fait à deux valeurs, qui sont Evolis et Raves, qui en mars 2020 pesaient à peu près 8% du fonds, et qui avait très bien resté puisqu'elle n'avait pas bougé et qu'on avait arbitré en fait pour justement réallouer ces liquidités-là, ces valeurs-là sur le secteur dont on vient de parler. Et puis dernier point, c'est les liquidités qui sont globalement passées d'un réel de 7-10% à aujourd'hui quasiment 0 à 2%. Donc c'est un mouvement assez fort qu'on a réalisé principalement entre mars et juin 2020.
Voilà à peu près ce qu'on avait à vous dire sur ce premier trimestre. On n'aurait pas forcément beaucoup de changements, on est plutôt dans une logique de continuité, comme souvent chez Kirao. Et donc, en conclusion, on est en page 15, un peu toujours la même. Comme vous le savez, on insiste beaucoup sur notre indépendance d'esprit intellectuelle, notre indépendance en tant qu'investisseur, basée sur une analyse financière réalisée en interne pour pouvoir justement être indépendant de ce point de vue-là. On a une approche très absolue, vous savez, on en parle tout le temps, mais c'est vraiment clé dans le processus de gestion. C'est ce qui nous permet justement d'identifier des comportements de risque très asymétriques. On a désormais un track record particulièrement solide, qui est pas complètement à jour, parce qu'il est de 15 ans pour Fabrice et maintenant plus de 6 ans pour moi. Du fonds Kirao Small Cap. On continue d'étoffer les équipes avec encore une fois une nouvelle venue au sein de l'équipe de gestion et finalement des performances qui sont au rendez-vous puisque depuis le lancement et depuis sur les 5 dernières années, on doit aller dans le premier décile en termes de classement, c'est quasiment sûr. On a, je vous le disais tout à l'heure, une performance absolue supérieure à 100% depuis le lancement sur les 6 dernières années. Un rendement annualisé de 13% malgré quelques périodes un peu compliquées. Et en tout cas, malgré ces périodes compliquées, on a réussi à démontrer aussi, c'est un élément important dans notre style de gestion, notre capacité à surperformer dans différentes phases de marché. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui est vraiment très lié à notre recherche d'asymétrie permanente dans chaque cas d'investissement. Donc voilà, j'ai terminé en tout cas cette présentation. Bastien et Armand sont à mes côtés pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, juste pour rappel, vous pouvez effectivement poser vos questions dans l'outil GoToWebinar. Alors peut-être une première question. Est-ce que on est dans une logique d'allègement de Stellantis, qui est effectivement une position assez importante, qui est dans le top 10, qu'on avait déjà auparavant à travers Peugeot et qu'on a continué à avoir à travers la fusion? Peut-être première question. Alors, c'est effectivement la première ligne du portefeuille. Peut-être pour revenir très rapidement sur la genèse de la construction de cette ligne, en fait, on a commencé en avril dernier, c'est ça, Bastien, à constituer cette ligne, en fait, qui était l'origine du Peugeot. D'ailleurs, j'ai parfois eu la remarque, alors qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une capitalisation supérieure à 40 milliards, mais à la base, quand on y a investi, Peugeot faisait moins de 10 milliards de capitalisation boursière, donc ça rentrait typiquement dans notre cible des valeurs moyennes. On a aussi, en corollaire de notre investissement dans Peugeot, investi assez mécaniquement dans Fiat, FCA, Fiat Chrysler, puisque l'histoire de rapprochement avait déjà débuté et la valorisation nous paraissait très intéressante. Donc, on avait deux lignes en fait séparées sur ces deux valeurs-là. À l'époque, sur des capitales respectives de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc mécaniquement, la fusion a fait que la CAPI a doublé globalement, parce qu'on parle d'une fusion très beau quasiment. Et puis l'effet performance, comme je vous disais tout à l'heure, puisque le cours de bourse des deux valeurs et donc du groupe Stellantis aujourd'hui, si on prend l'origine, quasiment elle fait plus de 80% sur notre investissement. Donc le poids est aussi la conséquence de tous ces mouvements de renforcement qu'on a fait en 2020 et l'effet marché. Donc aujourd'hui, on en a à peu près 6%. Et donc pour répondre concrètement à la question, non, on n'a pas forcément vocation à alléger la ligne sur les niveaux actuels. On est plutôt confort avec. On fait des points réguliers avec Bastien sur le sujet. Il y a des petits soubresauts à court terme, mais comme on se projette sur 2022-2023, des années un peu plus normalisées que 2021, qui a des effets de base très importants, et aussi potentiellement pénalisé à court terme, mais c'est pas majeur, sur des pénuries de semi-conducteurs et des effets de matières premières qui sont pas nuls. On a quand même une capacité du groupe à générer un résultat opérationnel. Là, on va être autour de 11 milliards cette année, mais avec les synergies dont on attend, c'est quand même le cœur de l'investissement. Hein, c'est notamment ce rapprochement et les synergies qui vont en découler. On a un groupe qui est capable, bon an mal an, de faire à peu près 15 milliards de résultats, qui dispose d'une trésorerie qui est assez pléthorique, qui est aussi, je crois, entre 15 et 20 milliards, en tout cas qui va l'être dans 2 ans.
Et donc, on a une capi d'à peu près 45 milliards, et donc une valorisation qui atteint de 2 à 3 fois le résultat opérationnel 2022. Donc voilà, je schématise un petit peu. Alors, c'est jamais une société qui est très, très chère. Il se passe quand même des choses très, très intéressantes, comme de par ce deal, de par le positionnement qu'ils sont en train d'avoir dans le domaine des véhicules électriques, ils sont en train d'avoir une belle avance sur certains autres concurrents. On est vraiment sur une période charnière dans le secteur automobile. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez le recul nécessaire, mais on est vraiment content de se rendre compte de la période dans laquelle on est. Et sur le sujet électrique, c'est assez clé. Et clairement, il y a beaucoup d'acteurs qui vont rejoindre le truc électrique, ou presque, dans les prochaines années, voire décennies. Et d'autres qui auront beaucoup de mal parce qu'ils n'ont pas la tâche critique, ils n'ont pas les investissements nécessaires, ils n'ont pas le savoir-faire, la R&D. Et c'est clairement aussi l'objet de ce rapprochement. Donc non, pour répondre à la question, on a une valorisation qui nous paraît toujours très très faible, on a un positionnement qui nous paraît bon, on a une équipe de dirigeants qui nous paraît excellente et la bonne pour réaliser ce plan. Donc nous, on n'a pas vocation particulièrement à alléger la ligne sur le niveau actuel. Merci Sal. Alors peut-être une deuxième question sur le stock picking aussi, sur Atos. On nous demande s'il faut sortir d'Atos ou pas. Alors sachez que effectivement on a une pondération qui est relativement faible, que ce soit sur multicap ou sur small cap, autour de 1,5% du portefeuille. Mais pour répondre à la question, alors ça c'est une vraie question, hein, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure dans la présentation, parce que c'est un contributeur négatif en year to date. Il se passe des choses qui nous plaisent pas trop, notamment aux US, et la publication du premier trimestre les met en exergue. Il y a quand même un potentiel d'amélioration sur les 2-3 prochains trimestres de ce que l'on comprend. Après, on n'a pas le management n'a pas une crédibilité extrêmement forte, donc on est très très prudent à ce niveau-là. Effectivement, on a un poids d'1,8%, donc on a un poids un peu, comment dire, un peu neutre, c'est pas une grosse commission du portefeuille. Et donc c'est pas un gros poids sur lequel alléger doit sortir complètement, parce que aussi en face, on a une société qui génère beaucoup de free cash flow, qui génère un résultat de près d'1 milliard d'euros, qui génère entre 500 et 600 millions de free cash flow par an, et qui vaut à peine 6 milliards d'euros en bourse. Voilà, avec zéro dette. Donc vous avez une CAPI qui vaut près 6 fois les 2021, sur lequel on a un potentiel quand même d'amélioration. Enfin, on n'était pas au plus bas, mais on a quand même un niveau de valorisation qui nous paraît extrêmement faible. Donc en fait, c'est ce que je disais récemment en discutant avec mes camarades au sein de l'équipe de gestion. On a un poids qui nous paraît confortable pour ne pas en avoir plus, mais aussi pour ne pas en avoir moins étant donné le niveau de valorisation. Donc on est un niveau entre guillemets entre deux. Et les prochaines publications et nos prochaines recherches sur le sujet vont justement nous permettre de savoir si on doit bouger sur ce genre de valeur ou pas. C'est quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire, on n'a pas d'inquiétude particulière. S'il faut couper, on coupera, il n'y a pas de sujet. Pour nous, il n'y a pas de péril dans la demeure, il y a des points de vigilance, mais comme dans tout cas d'investissement. Après, c'est clair qu'on n'a pas envie, même si la tentation peut être présente par le niveau de valorisation, il est encore un petit peu tôt pour renforcer ce genre de position malgré la valorisation qui peut paraître facilement très intéressante. Merci Sal. Alors peut-être une question sur le positionnement du portefeuille global. On nous demande de l'exposition au mid-cap, notamment par rapport au small cap. Effectivement, le portefeuille est plutôt un portefeuille orienté sur des small et mid-cap que small et micro-cap. Ça n'a pas beaucoup dévié dans le temps. Peut-être tu veux commenter ça, c'est sur les performances? Non, sur le poids. Sur le poids relatif des segments de capi. Vous avez le split en page 8 et puis vous l'avez aussi dans nos reportings mensuels. On a à peu près, je sais plus c'est quoi la part microcap, vous êtes autour de 17%, je crois, un truc comme ça. Sur des capis qui font moins de 500 millions d'euros. Alors, c'est pas une poche qui, à mon avis, a vocation à beaucoup augmenter de par la liquidité qu'on peut trouver sur certaines valeurs et de par les business models qui sont parfois pas très bien établis sur ce segment de la cote. Alors on fait très très attention, on est très très sélectif sur ce segment. Après c'est vrai, je le disais, c'est un fonds vraiment de valeur moyenne puisqu'on a quasiment 60% sur des capis qui sont entre 500 et 5 milliards d'euros.
sachant qu'on a une bonne partie aussi entre 5 milliards et 10 milliards, mais dans la poche large cap, mais qui en fait, dans la poche supérieure à 10 milliards, on doit être inférieur à 10% à l'heure où nous parlons. Donc on est vraiment sur un fonds effectivement de valeur moyenne sur le portefeuille. C'est un portefeuille qui a pas vocation, qui a pas beaucoup bougé d'un point de vue composition, taille de capi, qui a pas vocation à beaucoup évoluer, qui a la capacité de gérer facilement 300 à 400 millions d'euros avec la structure actuelle. Je le disais tout à l'heure, on a une capi moyenne pondérée de l'ordre de 6 milliards, une médiane de 1,4 milliard, donc vraiment aucun souci de liquidité là-dessus, et donc non, une composition qui nous paraît plutôt intéressante. On a à peu près un quart du portefeuille aussi qui est investi hors de France. Ça a probablement vocation à augmenter un petit peu, même si on évite de se forcer, parce que c'est jamais trop bon de se forcer. On privilégie toujours la pertinence liée à la performance avant la domiciliation d'un piège social. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais oui, clairement, plus ça va un fonds de valeur moyenne qu'un fonds de micro-cap, voire de small cap. C'est bien. Ça dépend toujours des définitions. D'accord, on sait que d'un fonds à un autre, les définitions sont très différentes. Donc, on nous a donné les données chiffrées sur le portefeuille. Merci Todd. Alors peut-être un petit point, question suivante sur les performances à partir d'avril. Est-ce qu'on a regagné en termes d'alpha ou pas? Quel mouvement tu vois et quel peut-être catalyseur tu verrais sur le premier trimestre, avec notamment les résultats qui se profilent pour arriver à reprogresser par rapport à l'indice? Toujours pas très évident de commander une performance à court terme, parce qu'on n'a même pas terminé sur le mois d'avril. Alors après, c'est vrai qu'on, je le disais tout à l'heure aussi, on a rattrapé une bonne partie de la légère sous-performance en year-to-date. Je crois qu'à l'heure où on se parle, on doit être à plus 11 contre plus 13, quelque chose comme ça pour l'indice. Donc il y a encore 2 points d'écart, sachant que le 4 Mid & Small doit être à plus 9 ou plus 10 autour. Donc sur le Mid & Small, sur le 4 Small, sincèrement, ça n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux. D'un point de vue qualitatif, ce que je peux dire, c'est que globalement, les publications sont vraiment très bonnes. On n'a pas eu d'accident à part la légère déception dont on parlait sur Atos. Tout le reste est plutôt en ligne avec ce qu'on avait en tête depuis mars-avril 2020, même souvent bien au-delà. On a des performances assez stratosphériques sur certains segments, assez surprenantes d'ailleurs, même. Alors il y a des effets de base qui jouent, mais quand vous voyez un groupe comme la Fnac qui fait plus de 22% de croissance organique au premier trimestre, on sent qu'il se passe des choses qui vont bien au-delà du simple effet de base favorable lié à la baisse de l'année dernière fin mars. Dans certains secteurs, il y a vraiment des choses structurelles qui sont en train de se passer. Dans le domaine de l'IT Services, pareil, on a des très belles performances qui ne figurent pas d'ailleurs dans nos principaux contributeurs, mais parce qu'on ne peut pas tous les mettre, mais des sociétés comme OB, comme Neuron, comme Infotel, comme Econocom qui font pareil, tout entre plus 15 et plus 30 en year-to-date. Globalement, parce que les résultats sont assez bons, les perspectives sont très bonnes, le degré de confiance est très bon. On a aussi, on n'a pas parlé, mais un point important de l'ordre de 5% dans le secteur de la santé, mais en fait c'est surtout la santé animale au travers de Vetoquinol et Virbac. Pareil, on a des publications on en parlait avec Stéphane récemment, qui sont bien au-delà de l'effet de base. Il y a des croissances structurelles, il y a des effets dans le domaine des animaux de compagnie qui sont très, très, très forts, dans le domaine aussi des animaux d'élevage. Donc voilà, on a plutôt des cas d'investissement sur l'ensemble du portefeuille qui se concrétisent, qui sont plutôt bons, qui sont validés par les publications de résultats annuels, qui sont validés par les publications trimestrielles qui ont commencé depuis quelques jours, et des perspectives qui sont toujours très, très prudentes, mais ça c'est normal, parce que la visibilité sur l'année 2020 n'est pas très élevée, mais finalement la visibilité sur le futur n'a jamais été élevée. J'ai vu une entreprise qui était très très confiante sur son avenir, et pourtant beaucoup ont été capables de délivrer des choses assez impressionnantes, et là c'est clairement le cas. Donc je disais tout à l'heure, une sous-performance qui peut être un peu décevante, mais qui pour nous en tout cas, qui représente beaucoup d'absolu, n'est pas très dérangeante, et en tout cas nos choix d'investissement sont validés, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt satisfaisant. Donc la perte d'avril
elle est bonne. Mars, janvier, février, on sous-performe de manière importante. Mars, avril, on récupère une très grande partie de sous-performance. C'est la volatilité des marchés, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre depuis l'origine du fonds et c'est quelque chose qu'on a l'habitude. Merci Sad. Alors peut-être dernière question, est-ce que aujourd'hui tu identifies soit un retard d'alpha au sein du fonds, soit effectivement est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un rattrapage supplémentaire small versus large? On sait qu'effectivement ces 4 à 5 derniers mois il y a eu un rattrapage conséquent de la classe d'actifs small versus large. Est-ce que on peut aller gagner des points de perf, que ce soit à travers le fonds directement ou à travers la classe d'actifs? Alors, il y a deux questions. Il y a la fois sur une question sur la classe d'actifs et sur le potentiel d'alpha au sein du portefeuille. Je suis beaucoup plus à l'aise pour répondre sur la deuxième que sur la première. Sur la classe d'actifs, c'est vrai qu'elle avait beaucoup souffert. On a beaucoup parlé ensemble sur nos précédentes présentations. Entre 2018 et début 2020, finalement, il y a eu un très gros écart entre les sommets et les larges de 30 points et qui est, en effet, c'est pas mal résorbé depuis puisque, si on prend sur toute la période, les chiffres à jour, c'est un peu la tête en tête, mais on a récupéré quasiment la moitié de ce retard, je crois. On avait fait le point en février dernier à l'occasion d'une présentation. Donc c'est bien, c'est une bonne chose pour la classe d'actifs. Après, nous on investit de manière structurelle sur ces classes d'actifs, donc on n'a pas de vision précise, on fait pas d'arbitrage, on fait d'allocation d'actifs entre telle ou telle classe d'actifs, donc c'est pas quelque chose qui nous parle énormément, sachant que même sur les valeurs en portefeuille, nous on s'intéresse beaucoup plus, on a une approche beaucoup plus bottom-up que macro ou autre, et donc même sur les large caps qu'on va voir en portefeuille, parce que depuis le site il y a toujours des cas très très spécifiques, donc il n'y a pas de dimension sectorielle ou de classe d'actifs dans nos décisions d'investissement. On va pas jouer entre guillemets un rattrapage de telle classe par rapport à tel autre. Après, sur le retard d'alpha au sein du portefeuille, je pense que là, ce qui est important de souligner, donc pour la première question, je laisserai chacun faire sa propre conclusion, mais j'en ai pas de particulière. Après, sur la première question, sur le retard d'alpha au sein du fonds, il est clairement présent. En tout cas, le potentiel d'alpha est clairement présent. Je vous disais vraiment, l'année 2020 a été compliquée d'un point de vue relatif, mais c'était très satisfaisant d'un point de vue absolu. Compliqué parce qu'on a des plans de marché qui sont vraiment dans une logique de bulle, n'ayons pas peur des mots. On voit vraiment des choses qui ressemblent beaucoup aux années 2000 sur certaines valeurs. Je décrivais longuement tout à l'heure avec l'exemple de McPhee, de Newen et certaines biotech qui bénéficient aussi directement, plutôt indirectement en tout cas, de l'effet Covid. Il suffit de déposer une demande d'autorisation pour une molécule liée à un vaccin anti-Covid pour peu le cours de bourse, pour faire Valneva, sans aucune garantie sur son succès. Donc c'est pas des choses auxquelles on participe. Donc on a une performance en ligne avec celle de l'indice, mais vraiment j'insiste là-dessus de manière beaucoup plus saine que celle de l'indice. Et d'ailleurs on voit sur l'indice en début d'année que certaines valeurs, notamment liées à ce secteur, des utilities vertes ou des biotech ont beaucoup relâché de performance. On a des baisses parfois de 30 à 40% year to date. Même si beaucoup de valeurs ont compensé ces baisses-là malheureusement dans l'indice, c'est pas malheureusement relatif pour nous. Mais clairement, sur les valeurs qu'on a en portefeuille, on fait preuve d'une très grande discipline pour ça cette structure chez nous. Vous savez très bien, à aucun moment on va participer à ce genre de mouvement, même si ça peut faire mal à court terme. Nous, on se contente justement uniquement de faire ce qu'on sait faire sur la durée, parce qu'on sait que d'un point de vue risque, c'est ce qu'il faut faire, et d'un point de vue performance aussi, même si en relatif, encore une fois, ça peut être pénalisant à court terme. Donc, quand on regarde les valorisations du portefeuille et quand on regarde les écoutes historiques qu'on a en portefeuille, il n'y a clairement pas de raison aucune pour qu'il y ait le moindre changement de ce point de vue-là. Et je pense clairement, si accident il devait y avoir sur certains points de marché, on voit bien la sensibilité d'ailleurs de ces valeurs-là à la moindre remontée des taux, qui n'est pas nulle du tout. Vous avez un impact sur les multiples qui est assez violent, parce qu'il a été violent à la hausse, mais il peut être aussi violent à la baisse. Et clairement, nous, on n'en est pas pénalisé. Donc si accident il y a, en tout cas si normalisation il y a sur certaines valeurs, clairement on en bénéficiera en relatif. En ce sens, on n'est vraiment pas inquiet. On a plutôt confiance en notre capacité à surperformer dans la durée.
dans différentes phases de marché, comme on a prouvé par le passé. On sait investir quand les opportunités se présentent. On sait désinvestir aussi quand les marchés nous paraissent, en tout cas quand notre univers d'investissement a du mal à générer les idées, donc à nous rendre très inconfortables. On sait faire les deux. C'est ce qui fait que par le passé, on a réussi à surperformer dans différentes phases de marché. Et donc, clairement, le potentiel d'alpha, à court terme, on sait rien. Et je pense que sur la durée, on est assez confiant pour surperformer notre indice, qui est quand même l'un des meilleurs indices, tout confondu sur la place. Puisque il fait, je crois, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, depuis le lancement du fonds, il fait plus de 15 points de plus que le Milan Small. Donc, on est vraiment en surperformance depuis l'origine sur quasiment tous les indices. Et notre indice de référence n'est clairement pas le plus facile à battre. Pour autant, on est confiant sur ce sujet. Merci beaucoup, Saad. Alors, plus de questions à présent. Il me reste à vous remercier. Évidemment, on est présent pour répondre à vos questions. Le replay et la présentation seront disponibles demain assez rapidement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous. À bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir. C'est